20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Le quartier de Diamaguène sous le choc. Fallou Ndiouck, un jeune de 15 ans, a été tué par son ami. Retour sur les circonstances du drame au cours de cette édition. Révision du code électoral. Fin des travaux, mais absence de consensus sur certains points. Les points d'achoppement concernent notamment la refonte partielle du code, le bulletin unique ou encore le nombre de députés. Des désaccords que Mamadou Diop Decroix et Déthié Fall imputent au pouvoir. Le FPDR a tenu par ailleurs une conférence de presse pour faire part de sa position. Le compte rendu dans quelques instants. La grève du site Just pénalise les avocats. Nombreux sont les conseils qui ont préféré renvoyer leur audience pour éviter des erreurs dans les procès-verbaux. Vous en saurez plus dans un moment. Et puis le Scrabble, la discipline la plus titrée sur le plan mondial en manque de reconnaissance. Les membres de l'équipe nationale qui vient de rafler 4 titres mondiaux exigent plus de considération à leur égard. Ils ont émis le souhait de rencontrer le chef de l'État pour l'amélioration et le développement de cette discipline qui vaut au Sénégal tant de satisfaction. L'invité du 20h est Maître Abdoulaye Babou. Il est interrogé par Antoine Diouf. Une interview que vous pourrez suivre comme d'habitude tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Ce jeudi matin, l'irréparable s'est produit au quartier Diamaguène à Thiès. Fallou Ndiouck, un jeune garçon de 15 ans, a été tué par son ami Khadim Faye. Un meurtre survenu à la suite d'une altercation entre les deux jeunes. Les habitants sous le choc ont profité de la présence des médias pour fustiger l'insécurité qui sévit dans cette zone. Cheikh Anta Diop et Seyla Tir pour la correspondance. Le corps sans vie de Serigne Fallou Ndiouck enveloppé était là, jugeant dans une mare de sang. Le jeune Fallou a été poignardé par son compagnon Serigne Khadim Faye suite à une altercation. Les sapeurs-pompiers, le médecin légiste et le procureur étaient sur le terrain pour constater. Le gosse m'a donné sa version. Fallou Ndiouck a tabassé son jeune frère. Il était venu à la charge pour les séparer. C'est au cours d'une altercation qu'il a saisi un tesson de bouteille et l'a planqué sur le cou. Et le jeune Fallou a perdu beaucoup de sang. Il a rendu là. Les riverains du quartier Diamaguène où le drame s'est produit ont déploré la recrudescence du banditisme qui sévit dans leur zone. Il y a beaucoup de chômeurs dans ce quartier. Ces jeunes que vous voyez sont tous au chômage. Certains sont obligés d'aller en brousse à la recherche de feuilles de baobab pour les revendre aux éleveurs. Ces jeunes jouent avec des armes blanches. Il faut que la police, une insécurité grandissante sévit dans ce quartier. Ces jeunes jouent avec des armes blanches. Il faut que la police intervienne et procède à des rafles nocturnes pour sécuriser les lieux. Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. En attendant, l'enquête suit son cours pour permettre de déterminer les véritables causes du meurtre. L'actualité politique à présent, après un mois de concertation, la revue du code électoral clôturée ce matin, mais le consensus n'a pas prévalu sur de nombreux points, des points de désaccord qui concernent entre autres la refonte partielle du code, le bulletin unique ou encore le nombre de députés qui passe de 150 à 160. Selon Déthié Fall, vice-président de Rewmi, ces points d'achoppement sont cruciaux pour la révision du fichier électoral. De l'avis de Maître Ousmane Seye, ces concertations se sont tout de même bien déroulé, même si le consensus n'a pas prévalu. Fat Bintou Conté et Modou Diop pour le compte-rendu. Les concertations pour la revue du code électoral ont été clôturées ce mercredi. Et sur les 12 points inscrits au menu, 3 ont fait l'objet de désaccords. Sur la refonte du fichier électoral, tel que proposé par l'État et signé par le président de la République et présenté aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes totalement contre la confirmation attendue des électeurs et contre leur radiation à l'issue de ces opérations. Dans notre code électoral, en son article L42, il est dit qu'on ne peut radier un électeur sans une décision motivée et notifiée. Et l'article 43 précise que les commissions administratives ne peuvent procéder à des radiations
que si l'électeur le demande expressément ou dans des cas prévus par décret. Mais pour la majorité, c'est seulement 2 points en plus des réserves. À la fin des travaux de la commission sur la revue du code électoral, 2 points de désaccord ont été notés entre l'opposition et la majorité présidentielle. Il s'agit d'un désaccord portant sur le bulletin unique et d'un désaccord portant sur le mode de scrutin. Et cela se comprend. Cela a toujours été des désaccords entre l'opposition et la majorité. Pourquoi? Parce que le mode de scrutin est relatif à la nature du régime présidentiel. Des concertations qui n'ont pas fait l'objet de consensus, regrette Déthié Fall de Rewmi. Il considère que cela est un frein à la démocratie. Alors, ce qu'on veut juste dire au président de la République, Macky Sall, c'est que de par cet acte, il a créé la rupture de consensus dans ce pays, ce consensus qui a prévalu depuis 1992. Même si Maître Sey estime qu'un consensus total n'a jamais existé, seulement il se réjouit du déroulement de la rencontre. L'opposition, la majorité, la société civile, les experts en vue d'un consensus total. Il ne pouvait pas avoir un consensus total. Ces travaux reprendront au mois de septembre et beaucoup d'espoirs sont attendus. Et nous restons avec cette rencontre sur la révision du fichier électoral. Le Front patriotique pour la défense de la République impute les désaccords au pouvoir en place. En conférence de presse, Mamadou Diop Decroix et ses camarades ont dévoilé les points de divergence et expliqué à l'opinion publique les raisons qui ont motivé le statu quo. Cherif Dia et Thierno Laurent Mendy ont assisté à cette conférence de presse compte rendu. Le Front patriotique pour la défense de la République accuse le pouvoir d'être responsable des divergences notées dans la revue du Code électoral. Et depuis 2012, le fichier n'est pas audité. Et depuis 2012, le fichier n'est plus en ligne sur l'Internet. L'objectif, clairement affirmé selon le projet de loi, donc selon le gouvernement, c'est d'opérer un audit physique de tous les électeurs par leur passage à des commissions administratives instituées pour recueillir la confirmation de leur inscription. Et ils ajoutent, cette manière de procéder permettra de radier, le mot est lâché, du fichier tous les électeurs et tous ceux qui ne souhaitent pas y figurer. Autre point de divergence, les 10 députés de la diaspora qui feront augmenter le nombre de parlementaires à l'Assemblée nationale de 150 à 160. Nous sommes d'accord pour nous le nombre de députés au Sénégal. Le FPDR prône la suppression des listes majoritaires aux législatives et aux locales pour instaurer des élections à 2 tours, ainsi que l'utilisation du bulletin unique. Nous avons proposé le bulletin unique. Le bulletin unique, c'est une seule feuille de papier où les photos des 25 candidats sont placées, bien en vue, leur couleur, leur nom, machin, etc., tout ce qu'il faut. Et voilà pourquoi ils refusent le bulletin unique. Alors qu'ils étaient d'accord avec le bulletin unique quand ils étaient dans l'opposition. L'opposition continue également de récuser le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, organisateur des élections. Jusqu'ici, vous le constatez, c'est Abdoulaye Daouda Diallo qui est là. Mais nous disons qu'il faut une autorité indépendante pour organiser les élections. L'accès aux médias du service public, l'élargissement de la loi contre la transhumance aux élus locaux ont aussi été des préoccupations du Front patriotique pour la défense de la République. Nous restons avec cette conférence de presse. Le coordonnateur du FPDR s'est indigné de la proposition de la majorité d'exclure les candidats ayant une double nationalité de l'élection présidentielle. Selon Mamadou Diop Decroix, cette disposition, rejetée par l'opposition, vise Karim Wade et Abdoul Mbaye. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Cherif Dia et Thierno Laurent Mendy. Il semblerait que le pouvoir ait entrepris de déposer proposer une disposition qui indique clairement que ceux qui ont une double nationalité et qui ne sont pas départis depuis au moins 5 ans ne peuvent pas être candidats à la présidentielle. Mais il faut qu'on vous explique parce que l'opposition a rejeté, j'espère que le président Sall va rejeter aussi. Parce que, je conclurai d'ailleurs sur ce point, la position du président de la République. Il y a un certain nombre
candidats déclarés ou potentiels, connus. C'est Karim Wade et c'est Abdoul Mbaye. Franchement, il y a problème. Parce que la loi, elle doit être, comme disent les juristes, générale et impersonnelle. Ici, il est particulier et non général. Il est personnel et non impersonnel. Grève des travailleurs du site Juste. Les justiciables ne sont apparemment pas les seuls à être lésés par cette grève. Les avocats aussi en ressentent l'impact. Nombreux sont ceux d'ailleurs qui préfèrent en de pareilles circonstances renvoyer leurs audiences pour éviter des erreurs dans les procès-verbaux. Maïmouna Ndiaye. 72 heures de grève des audiences renvoyées, les désagréments occasionnés par le mouvement d'humeur du Sud Juste sont énormes pour cet avocat. La plupart des audiences ont été renvoyées parce qu'il y a une grève des greffiers qui oblige la plupart des chambres à renvoyer leur dossier parce que, faute de greffiers, parfois l'audience ne se tient pas normalement. Et puis, comme les greffiers, ce sont eux qui tiennent la plume, donc s'ils ne sont pas là, les délibérés ne peuvent pas être vidés. Pour mettre à l'aise tout le monde, les juges sont obligés de renvoyer certains dossiers, sauf actuellement l'audience de flagrant délit où il y a des problèmes de détention. Conséquence de ce boycott, la disponibilité du jugement se pose. Un greffier qui n'assiste pas à l'audience ne va pas vous délivrer une décision, il ne va pas la rédiger. Donc on fait des réquisitions aux gendarmes, mais cela ne règle pas le problème. Vous avez des problèmes de disponibilité de la décision. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre nous renvoient leur dossier. Pour éviter de rester à ne rien faire, le président de l'association des jeunes avocats sénégalais reste le plus souvent dans son cabinet. C'est très difficile parce que les services même administratifs, la plupart du greffe sont fermés. Nous sommes obligés d'être là aussi pour régler quelques problèmes. On est obligé après de retourner au cabinet pour travailler et puis préparer les audiences qui viennent demain. Des grèves qui se suivent et qui se ressemblent, Maître Ousmane Thiam ne le souhaite plus. Il invite l'État à trouver un terrain d'entente avec le syndicat des travailleurs de la justice. Le syndicat des travailleurs de la justice en grève donc depuis une semaine maintenant pour réclamer de meilleures conditions de travail. Et en parlant des greffiers, vous venez de le voir sur ce reportage, la rédaction de la TFM a tenté d'en savoir plus sur leur métier. Un reportage signé Aminata Mbaresso. Il est le premier interlocuteur du citoyen qui veut intenter une action en justice. Il est au début et à la fin de tout dossier qui atterrit sur la table du juge. C'est le greffier. Je prends l'exemple donc, du divorce. Là, lorsque le justiciable se présente, il y a un guichet d'accueil et d'information. Et là, le greffier oriente la personne par rapport aux pièces à fournir et par rapport à la juridiction compétente. Donc, jusque-là, le justiciable ne voit pas le juge. Son premier contact, c'est le greffier. Au cours des audiences, le greffier est celui assis à gauche du président du tribunal. Il tient un registre qu'on appelle le plumitif, dans lequel registre il consigne des notes. Et ces notes sont la garantie d'un procès équitable. Pourquoi ? Parce qu'il est chargé de prendre des notes qui relatent l'ensemble des demandes qui ont été faites par les parties et leurs conseils. Dans un dossier judiciaire, il intervient sur toute la chaîne. D'ailleurs, les avocats l'ont si bien compris que lorsque les greffiers se mettent en grève, ils prennent juste le soin de faire renvoyer leur affaire. Parce qu'ils savent que lorsqu'une affaire est vidée par un gendarme ou bien un agent de l'administration pénitentiaire, une telle décision ne verra jamais le jour et ne sera jamais exécutée. Aujourd'hui, près de 320 greffiers sont en activité, un nombre jugé insuffisant par certains d'entre eux. La précarité qui gagne le milieu décourage certains d'entre eux.
Le métier de greffier, pas très connu du public. Idem pour l'OFNAC, l'Office national pour la lutte contre la corruption, une institution peu connue du Sénégalais lambda. Certains Sénégalais rencontrés dans la rue ne connaissent pas vraiment la mission dévolue à cette structure. Et concernant l'actualité, la non-reconduction du mandat de Nafi Ngom Keïta, eh bien, les avis sont partagés. Certains estiment que le mandat de la présidente n'est pas arrivé à son terme. D'autres pensent qu'elle est une fonctionnaire et doit se plier aux décisions. C'est Dissa Prera qui a rencontré les Sénégalais. Reportage. Assis devant une boutique fermée, Amadou Gueye ne connaît pas grand-chose de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Je sais qu'il faut m'expliquer que je comprends l'OFNAC. Même quand on parle de Nafi Ngom Keïta, sa réponse n'est pas plus satisfaisante. Non, je l'ai vu tout simplement sur le journal là. Un autre citoyen, lui, connaît vaguement l'institution et sa mission. Louis César Cardo estime que l'OFNAC est une bonne trouvaille, une opinion qu'il partage avec d'autres citoyens. Bon, je crois que l'OFNAC est mise en place, c'était pour le pourcentage de l'État. Il est établi, il vient de contrôler. Pour inciter quand même les gens à faire une bonne gestion dans la transparence, je salue cette initiative. La non-reconduction de Nafi Ngom Keïta à la tête de l'institution, une décision étatique diversement appréciée par les Sénégalais. Elle a fait son travail. Bon, je ne continuer, mais là, c'est affaire politique le corps. Mais je pense quand même, tel qu'est parti le débat, je ne trouve pas que ce soit une bonne chose. Oui, je ne crois que ce ne soit pas une bonne chose, surtout pour les structures, pour l'État. Non. Ousmane Sagna, un habitant de Dieuppeul, lui se prononce sur le brouhaha qui a suivi le départ de la présidente de l'OFNAC. Pour ce fonctionnaire à la retraite, tout ce débat autour de sa non-reconduction n'a pas lieu d'être. C'est un faux débat, puisque celui qui l'a nommé, moi je suis d'accord. Mais il faut accepter. Un fonctionnaire, c'est un fonctionnaire. Il était habilité à travailler, on n'attend pas. L'OFNAC et Nafi Ngom Keïta, une affaire qui défraie toujours et encore la chronique à Dakar. Si la dame estime que son éviction est illégale au point de saisir la justice, l'État lui prend son contre-pied et l'accuse de non-respect du secret professionnel. Et puis, sachez que le ministère de la Justice porte à l'attention de l'opinion nationale et internationale quelques précisions sur la supposée déclaration de patrimoine du premier président de la Cour suprême. Les crédits alloués à la Cour suprême n'atteignant pas 1 milliard, puisque limités à 846 millions, cette juridiction n'est pas assujettie à la déclaration de patrimoine, comme le stipule l'article 2. Le montant d'1 milliard 40 millions prise en compte par l'OFNAC représente les dépenses de personnel inscrites au titre 2 du budget général et exclusivement gérées par le ministère de l'Économie et des Finances. Le communiqué annonce que la Cour suprême examinera en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et les lois de la République, tout recours dont elle est saisie. Un communiqué signé le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Cérémonie conjointe de sortie des élèves de la police et de l'administration pénitentiaire. 846 agents de police et 182 de l'administration pénitentiaire ont reçu leur diplôme. La cérémonie s'est déroulée à l'école police en présence du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, et du directeur de l'école police. Les deux autorités ont exhorté les récipiendaires à cultiver l'excellence. Al-Hassan Ba. Un geste plein de symboles. C'est une nouvelle mission qui vient de commencer pour la 42e promotion des élèves policiers et la 30e promotion des élèves de l'administration pénitentiaire. Les épaulettes qui viennent de vous être remises récompensent tous les efforts et les sacrifices que vous aviez consentis durant toute la durée de la formation. La déontologie sera pour vous un guide dans votre action quotidienne. Je vous témoigne au demeurant toute notre confiance, le garde des Sceaux et moi, tout en vous invitant à prendre conscience des défis sécuritaires contemporains marqués par une forte prégnance de la menace terroriste. Quelques recommandations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. J'insiste particulièrement, mesdames, messieurs, les officiers, sous-officiers et agents de police et de l'administration pénitentiaire sur l'impérieuse nécessité qui vous incombe de conformer
en toutes circonstances vos faits et gestes aux exigences de transparence et de bonne gouvernance et de respect des droits de l'homme. Je vous exhorte vivement, vraiment très vivement, à vous méfier des sirènes de la tentation. C'est vous dire donc que ce sera d'une grande exemplarité que vous tirerez votre légitimité pour agir. C'est pour cette raison que je vous exhorte toujours à cultiver l'excellence dans le savoir-faire et le savoir-être, en continuant à vous former pour compléter et approfondir les connaissances acquises au cours de votre formation initiale. 846 agents de la police et 182 agents de l'administration pénitentiaire viennent s'ajouter à la grande famille de ces deux corps après un défilé pour marquer l'événement. Place à l'ambiance. À Tivaouane, l'hivernage qui démarre suscite beaucoup d'espoir chez les cultivateurs. Des centaines d'hectares ont été emblavés et les semis commencent à germer. En tournée dans la zone Alioudia du mouvement Force Paysanne, mais aussi des opérateurs semenciers ont distribué des intrants pour accompagner les paysans. C'était en présence de Cheikh Anta Diop et Seyla Tire. L'hivernage s'installe à Tivaouane, les cultivateurs s'activent dans les périmètres champêtres. Nous nous sommes rendus à Diamaguène, à 5 km de Tivaouane. Ici, des centaines d'hectares sont emblavés. Les premiers semis commencent à germer. L'espoir est ainsi permis. Je suis rassuré parce que quand j'ai vu que d'abord les semis sont faits et que des tracteurs ont déjà fait le nécessaire et que Dieu leur a gratifié de très fortes pluies, cela veut dire que donc il n'y aura pas de rupture pour les semis. Et ça, c'est important pour un hivernage. Si vous faites maintenant des semis sans rupture et que vraiment le terrain est bien arrosé, là vous pouvez avoir confiance que, en tout cas, cet hivernage peut être un des records. Et souhaitons que Dieu continue à nous accompagner et nous gratifier de fortes pluies pour qu'on réalise effectivement cette année des records comme on en a fait l'année dernière en termes d'arachide et en termes de céréales. Des opérateurs semenciers accompagnent les cultivateurs. Nous félicitons également l'OPS Moudoufal qui a effectivement donné des semences et qui a également encadré les paysans pour que cette année, en tout cas, les certifiés soient plus utilisés. D'ailleurs, une commission de distribution des intrants, semences et matériel agricole est mise en place. Plusieurs tonnes d'engrais ont été distribuées. Pour ce qui concerne l'engrais destiné aux mules, c'est le 15-10-10. Nous avons 15 tonnes. Donc, on a reçu la totalité du quota donc, qui est là. Le triple 15 maïs, bon, ce n'est pas encore livré. L'urée également, nous l'attendons. Le département de Tivaouane, en ce début d'hivernage, est bien arrosé. Les producteurs prient pour que cela continue. Ils espèrent, comme l'année dernière, avoir de bonnes récoltes. À présent, l'actualité internationale, elle nous mène tour à tour en Afrique du Sud, en Tunisie, mais aussi à Londres. Le tour d'horizon est signé Ibou Diouf. À Londres, une femme a été tuée et 5 personnes blessées mercredi soir dans une attaque au couteau dans le centre de la capitale britannique. L'assaillant, un Norvégien d'origine somalienne, n'était pas radicalisé, précise la police. Un homme de 19 ans, dont l'état de santé mentale reste à déterminer, a tué une personne et en a blessé 5 autres dans une attaque à l'arme blanche, Bloomsbury. Il a été arrêté par les forces de l'ordre quelques instants après, dans le quartier de Bloomsbury. Dans un message audio, Aboubacar Cheko s'adresse au groupe islamique qui a annoncé son limogeage à la tête de Boko Haram. Le Nigérian assure avoir été trompé et refuse de suivre aveuglément l'organisation terroriste. On le disait affaibli, voire mort, et dans un message audio diffusé ce jeudi 4 août, le désormais ancien chef de la secte islamique Boko Haram a affirmé être toujours présent, malgré l'annonce de son remplacement par l'organisation État islamique, auquel le groupe djihadiste nigérien a prêté allégeance en mars 2015. Municipal en Afrique du Sud, l'ANC est menacée de perdre les villes majeures. Après une journée de vote, l'Afrique du Sud attend désormais les résultats des élections municipales. Le parti du président au pouvoir, Jacob Zuma, pourrait pour la première fois se retrouver en difficulté dans certaines grandes villes du pays. Pretoria, la capitale administrative, Johannesburg, le hub économique et surtout Port-Elizabeth, la cité industrielle, pourrait basculer du côté de l'opposition. Il s'agirait d'une défaite symbolique pour l'ANC au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994. La Tunisie a désormais un nouveau premier ministre. Le nom de Youssef Chahed a été annoncé ce mercredi.
Il a 40 ans et s'occupait jusque-là du ministère des Affaires locales. Ce jeune ministre a juste 30 jours pour former un gouvernement d'union nationale. À l'issue d'une nouvelle réunion avec les partis politiques au palais de Carthage, le président Béji Caïd Essebsi vient charger officiellement Youssouf Chahed de former ce gouvernement. Depuis 2015, il avait mis sa carrière d'ingénieur agronome de côté puisqu'il était membre des précédents gouvernements. Depuis janvier, au poste de ministre chargé des Affaires locales, auparavant, il détenait le portefeuille de secrétaire d'État à la pêche. La page des sports que nous ouvrons tout de suite avec du basket. Difficulté des Lions du basket à rallier Rio de Janeiro. Le directeur de la haute compétition apporte des éclairages. Souleymane Boundaoud Diop révèle qu'il y a eu un problème de réservation puisqu'il a été difficile de trouver 18 places en même temps dans un avion. Mais il assure les Sénégalais que ces perturbations ne peuvent en rien impacter sur la prestation de nos Lions à Rio. Mamadou Fall l'a rencontré, reportage. Le sport de haut niveau demande de gros moyens financiers disponibles à tout temps et à tout moment. Sans cela, il y aura toujours des couacs notés, renseigne le directeur de la haute compétition pour évoquer le blocage subi par les Lions du basket lors de leur voyage à Rio. Le couac dû des basketteuses est lié à leur nombre. C'est-à-dire qu'on n'avait plus la possibilité d'avoir 18 places dans un vol. Le problème, c'est que c'est le mode de financement du sport de haut niveau. Nous le disons jamais assez. Le haut niveau demande de l'argent disponible et mobilisable à temps. Malheureusement, le sport de haut niveau au Sénégal dépend entièrement de l'État et l'État a ses principes en matière de financement. Toutefois, Souleymane Boundaoud Diop précise que cela ne peut en rien impacter sur la prestation de l'équipe nationale de basket puisque les Lions ont eu une bonne préparation. Ça ne peut en aucun moment impacter sur la prestation parce que nous avons donné à ces Lions une bonne préparation, des moyens pour défendre les couleurs du Sénégal. Donc je pense que c'est des ratés, mais qui ne peuvent pas, parce qu'aussi il faut le comprendre, ils sont tous aujourd'hui à Rio. Le directeur de la haute compétition estime qu'on peut même compter sur certains athlètes sénégalais. Nous avons de réelles chances dans les sports de combat, particulièrement à la lutte, parce que Isabelle Sambou, si on se rappelle en 2012, avait perdu en demi-finale sur tirage au sort, l'escrime. Les chances aussi existent. La délégation sénégalaise qui s'est rendue à Rio est composée de 52 membres, dont 46 pour les Jeux olympiques, 6 pour les paralympiques. Les athlètes qualifiés auront chacun 11 millions en guise de prime et ceux invités 6 millions de francs CFA. Nous parlons à présent de jeux de l'esprit, de Scrabble, plus précisément le Sénégal sur le toit de l'Afrique. L'équipe nationale est rentrée des championnats du monde d'Agadir avec 4 titres mondiaux. Pourtant, la discipline qui donne tant de satisfaction à notre pays souffre d'un manque de reconnaissance. Les acteurs souhaitent être reçus au Palais de la République afin d'exposer leurs projets pour le développement du Scrabble. Chertidiane Diawo, Younous Diatta. Des Sénégalais champions du monde, ça ne court pas les rues. Maktar Silla et Abdou Faye ont réussi cette performance. On a eu à glaner 4 titres mondiaux, donc, dont le premier que j'ai eu avec mon frère Nongo Samba Silla. Donc, il y a aussi Abdou Faye qui a été champion du monde dans la catégorie vermeil et dans l'épreuve Blitz. Le Scrabble, la discipline la plus titrée au Sénégal sur le plan mondial, mais hélas, elle est en manque de reconnaissance. C'est une discipline déshéritée par rapport aux autres fédérations. Je peux vous assurer qu'à cette expédition, si on avait amené toute l'équipe qui était pressenti au départ, ça aurait pu nous valoir beaucoup plus de médailles que ce que l'on a récolté. Renouveler aussi notre appel auprès du président de la République pour qu'on puisse lui présenter notre trophée, mais aussi lui exposer les projets que nous avons autour du Scrabble, qui sont des projets socio-éducatifs, notamment l'insertion du Scrabble au niveau des écoles. Les jeunes, il faut qu'on les aide. Il faut qu'on les aide parce que l'expérience a montré que les jeunes qui s'adonnent au Scrabble très tôt ont de très bons résultats scolaires. Et je pense qu'il est de notre devoir peut-être de sensibiliser davantage les autorités sur la nécessité d'intégrer le Scrabble dans la formation scolaire. Avec ou sans moyens, ces Scrabbleurs comptent se distraire et porter toujours plus haut les couleurs du Sénégal.
Et parlons infrastructure à présent avec le stade Maître Babacar Seye de Saint-Louis, fermé maintenant depuis près d'un an suite à l'affaissement d'une de ses rampes. Dans la ville, seul le stade Mawade Wade est fonctionnel pour accueillir les compétitions. Les 144 ASC de la ville demandent que le stade soit réouvert dans les plus brefs délais malgré son état de délabrement avancé. Vous pouvez le voir sur ces images. Dans cette infrastructure sportive, la pelouse ne répond plus aux normes, même les filets ont été volés et voilà, nous n'excluons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h, l'info qui continue sur votre site www.igfm.sn et tout de suite, je m'en vais passer le témoin à Bouba pour la suite des programmes. Bonsoir Bouba. Bonsoir Sarah et merci pour ce journal. L'information reviendra tout à l'heure, mais tout de suite, nous parlons avec l'invité de 20h et nous parlerons du fichier et du code électoral.